veulent poser des questions, c'est le moment. Il y a Ou pas, sinon on va se coucher. Merci pour ce film. Alors, on voit des intervenants, des représentants d'Israël dans le film. Et en fait, je voudrais avoir votre avis sur une réflexion qui a poussé le monde diplomatique. J'ai vu qu'il était cité à un moment donné dans le film. On est à peu près en juillet 2023. Et donc l'article porte sur l'évolution en Israël, notamment auprès de la population jeune. Et donc le regard des jeunes Israéliens vis-à-vis de la Palestine. Et donc l'article évoque un changement. Des jeunes qui ne s'inscrivent plus dans cette situation que vous avez bien décrite. On a même un événement assez singulier, puisqu'on a le ministre de la Défense israélien qui va démissionner, parce qu'il ne se reconnaît pas non plus dans cette situation. Et on a enfin la Cour suprême israélienne qui va refuser d'accéder à une demande de Netanyahou qui vise à diminuer justement le pouvoir dans certaines situations de cette Cour suprême. Donc la question c'est, on voit ce représentant d'Israël qui pense différemment, qui n'ont pas une vision sioniste comme c'est bien dit. Est-ce que vous pensez que la jeunesse en Israël peut être aussi un moyen de trouver cet équilibre qui n'a pas été trouvé, justement parce qu'elle pense différemment, même s'il y a de la désinformation, de la manipulation. En tout cas, il y a cet article-là qui, moi, m'a beaucoup surpris. Et donc, je voudrais avoir votre avis, parce que vous avez sans doute plus de connaissances dans cette région du monde. Mais est-ce que la jeunesse israélienne, elle a réellement changé, puisqu'elle est mondialisée aussi? Est-ce que ce n'est pas un facteur d'évolution aussi? Je pense que le 6 octobre a un peu abattu toutes les cartes, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, il me semble, je ne suis pas à la prétention d'être un fin connaisseur de la politique israélienne et de ce qui se passe en Israël, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la Palestine, et évidemment que je suis obligé de m'intéresser à Israël, c'est l'occupant, mais après le 6 octobre, il y a une espèce de solidarité nationale. On peut comprendre du point de vue israélien, non pas comprendre ce qu'est en train de faire Israël, mais juste les jours qu'on suit par rapport aux prises d'otages, de civils, etc. Alors moi, ce que j'observe simplement, c'est qu'il y avait, et je dis il y avait parce qu'il s'est un peu tari ces derniers temps, il y avait le mouvement des réfusniks. Vous savez, c'est que les garçons font 3 ans d'armée obligatoire et les filles 2 ans. Et il y avait quand même de plus en plus de jeunes qui refusaient d'aller servir l'armée parce qu'ils avaient un autre projet de vie que d'aller déglinguer les Palestiniens en territoire occupé ou le long de la bande de Gaza. Voilà ce que je peux dire, mais vous êtes un petit peu optimiste si vous pensez que ça va changer dans la société israélienne et c'est ce qui va faire bouger les lignes. Moi je ne pense pas, personnellement, je pense que si ça peut bouger, c'est aux États-Unis. Ça peut faire. Que les États-Unis, c'est 3 milliards de dollars par an. Et là, j'ai encore lu récemment un article qu'ils sont en train d'essayer de voter une aide conséquente étalée sur plusieurs années de 24 milliards de dollars pour soutenir Israël. Donc, le soutien israélien, il est déterminant dans la construction d'Israël, dans la colonisation. Et, vous voyez, il y a Eleanor Bronstein, vous faites allusion aux juifs antisionistes que je suis allé interviewer. D'ailleurs, pour la petite histoire, Eleanor Bronstein et son compagnon, je devais aller les interviewer à Tel Aviv, et entre-temps, ils avaient déménagé à Bruxelles, parce que justement, ils ont quitté Israël comme beaucoup d'Israéliens, et on le dit peu dans les médias, parce que ça ne fait pas beau, mais il y a des milliers d'Israéliens qui partent d'Israël, de juifs israéliens qui partent d'Israël. Et eux ont fait le choix de quitter Israël donc il y a 3 ans. Et elle me racontait parce qu'elle n'en pouvait plus vivre dans cette société hyper militarisée, avec une propagande qu'on ne peut même pas imaginer nous ici, mais dès la maternelle. Elle me racontait que son gamin qui avait 4 ans, à l'école, la maîtresse faisait construire des chars en carton avec des plaques de David pour envoyer aux soldats dans les territoires occupés ou le long de la bande de Gaza.
Donc voilà ce que je peux dire. J'ai du mal à croire que ça va changer au sein de la société israélienne, même si il y a des Israéliens qui se battent pour les droits des Palestiniens, ils le font avec un courage formidable, il faut qu'on les soutienne nous en Occident, mais ça ne pèse pas suffisamment dans la société. Et alors, il me semble encore moins aujourd'hui, après les événements qu'on est en train de vivre. Voilà ce que je peux dire. Ça répond peut-être pas complètement. Mais je n'ai pas la réponse à tout. Hein. Moi, je suis un modeste observateur qui transforme tout ça en objet cinématographique. Bon, voilà. Mais vous pouvez aussi avoir des réflexions, des remarques sans que ce soit forcément une question, hein, d'ailleurs. Voilà. Allez-y, lâchez-vous. Concernant la société israélienne, on peut citer Michel Warshevsky qui écrit dans un mensuel français, qui disait qu'on le regardait de travers quand il se promène à Tel Aviv. Moi, j'ai le témoignage d'Eleanor Ronstein et son compagnon. Alors, ils ont quitté Israël pour les raisons que je vous ai explicitées, là, mais aussi, ils me racontaient qu'ils faisaient des réunions publiques pour tenter d'ouvrir les yeux de leurs concitoyens sur le fait que les Palestiniens de l'autre côté du mur, le fait qu'on leur méprise tous leurs droits fondamentaux, etc. Et elle me disait, mais on se faisait insulter. Lorsqu'ils distribuaient des tracts sur les marchés, on les traitait de sales juifs, vous travaillez contre la nation, etc., etc. C'est aussi ce qui les a poussés à partir. Là, ils militent de l'extérieur, mais comme c'est beaucoup le cas de beaucoup de juifs anticolonialistes qui militent de l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Ça, c'est mon observation. Oui, merci pour le film. Pour rajouter une information concernant justement la prise de conscience des jeunes israéliens, je pense qu'ils vont bouger suite justement à la prise de conscience des jeunes américains qui, eux, actuellement, se révoltent contre leur gouvernement, et je pense qu'il y a de l'espoir de ce côté-là. Et pour information, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Israélisme, justement, qui parle de la façon comment aux États-Unis on conditionne les jeunes justement sur la protection d'Israël dès l'école. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à la prise de conscience des jeunes israéliens. Il y a de grosses manifestations de juifs israéliens, de la communauté juive américaine, pardon, vraiment importantes. Et on voit sur les pancartes, pas en notre nom, ce génocide, pas en notre nom. Et c'est vrai que c'est important. Et c'est pour ça que je pense que ça peut bouger aux États-Unis, mais je veux dire, l'aide américaine n'est pas gravée dans le marbre, parce qu'il y avait eu un sondage dans les universités américaines. Vous savez que les sondages aux États-Unis, les sondages ethniques sont autorisés, contrairement à chez nous. Et ça remonte à 4 ans, je crois, à peu près. Et dans les universités américaines, dans les milieux juifs, dans le questionnaire, à un moment, la question c'était le niveau d'acceptation de la politique israélienne. Et majoritairement, les juifs américains disent non, mais nous, on ne se reconnaît pas dans ce qui se passe là-bas. C'est important parce qu'ils vont faire partie de la future élite américaine, donc c'est pour ça que je dis que l'aide américaine n'est pas gravée dans le marbre. Aujourd'hui, oui, à court moyen terme, surtout si c'est Trump qui arrive encore derrière, mais voilà, quoi. Il faut se rapprocher quand même à des petits espoirs, sinon on se suicide, quoi. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous interroger sur les conditions de réalisation du film, puisque en introduction, vous avez, je crois, laissé entendre que c'est pas vous qui avez pu filmer à Gaza. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment le film s'est fait? Merci. Oui, bien sûr. Je devais aller à Gaza, mais je n'ai pas obtenu les autorisations à temps pour tourner avec Al Alassad, qui est un ami. Vous avez vu, c'est un cinéaste, chef opérateur francophone, qui a fait ses études de cinéma en France, que je connais depuis de nombreuses années. Il a fait des films aussi. Et je vais aller travailler avec lui et son équipe, et voyant le temps arriver et n'ayant pas les autorisations d'aller à Gaza, je n'ai pas de carte de journaliste. C'était déjà très compliqué avant. Là, aujourd'hui, il n'y a plus un journaliste occidental à Gaza. Les seuls journalistes qui travaillent à Gaza, ce sont les journalistes palestiniens et quelques El Jazeera, je crois, mais c'est tout. Il n'y a pas de journalistes occidentaux.
Et donc, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas pouvoir y aller, donc je t'envoie toutes les séquences que j'ai écrites, toutes les interviews que j'ai écrites, les rendez-vous que j'ai commencé à prendre, tu prends le relais. Évidemment, Lucien Gazaoui, il connaît le terrain, donc ça s'est fait très très facilement. On a travaillé à distance, il m'a envoyé des repérages par WhatsApp, voilà, on faisait des allers-retours, et non, il n'y a eu aucun problème. Mais effectivement, toute la partie des tournages à Gaza, c'est vraiment l'équipe de Yad Al-Assad avec ses cadres et son preneur de son. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait, vous serez d'accord pour dire que les images à Gaza sont quand même très 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 belles. Et ça mériterait peut-être un applaudissement. Et d'ailleurs, je suis terriblement inquiet pour lui parce que les dernières nouvelles datent d'il y a 3 jours. Là, il vivait sur des trucs en plastique. Il nous a demandé d'envoyer de l'argent pour acheter des tentes parce que tout le peu de produits qui rentrent, ça a pris des. C'est dans des conditions, ça tous les prix ont explosé. L'aide humanitaire rentre très 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 difficilement. Donc là, on est en train d'envoyer de l'argent pour qu'ils puissent acheter au moins des tentes pour se protéger, parce que là, ils sont dans l'hiver, il pleut, il fait froid, enfin, ils vivent dans des conditions absolument effroyables. Il faut informer aussi qu'il y a des colons, des groupes de colons à Rafah qui caillassent les convois humanitaires. Ce matin, Israël a bombardé un convoi humanitaire. J'ai les vidéos, on m'a envoyé des vidéos. Roland, merci beaucoup pour ce film, d'une qualité vraiment extraordinaire, que ce soit le sujet de film, les scènes de film, l'espoir des Gazaouis jusqu'à avant le 7 octobre. C'est un film vraiment réussi de Al-Skazet. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter quelque chose, que si vous voulez revenir aux racines de l'histoire de la Palestine, il y a un livre écrit par Ilan Mbappé, extraordinaire, s'appelle Palestine. Si vous aimez lire, il est vraiment très attachant comme film. La question, comment vous arrivez à envoyer l'argent? Or, rien ne entre à Gaza. Il semblerait qu'il y ait un canal où on peut arriver à faire transférer par Western Union jusqu'à Rafah. Moi, je vais faire confiance, mais je ne suis pas le seul à m'en occuper. C'est pas moi qui m'occupe dans les détails techniques. Les collègues qui font la collecte, et évidemment que je vais donner de l'argent parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas et ça me fait mal de savoir leur souffrance. A priori, si, on y arrive. Donc, Inch'Allah. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui entrent à Gaza non plus, c'est-à-dire au niveau alimentaire, au niveau des tentes. Donc les Gazaouis utilisent tout ce qu'il y a sous la main là-bas pour pouvoir... ils font des tentes en plastique, comme vous dites, ils font une tente en plastique, par contre ils dorment dans l'eau, leur matelas est dans l'eau, il pleut beaucoup, il fait très froid, ils n'arrivent pas à se chauffer, et le monde te ferme les yeux et ne dit rien. C'est terrible, mais c'est terrible. Et particulièrement la France, moi j'ai un peu honte. Vous voyez, je rentre d'une tournée d'une semaine en Belgique, et je vois les responsables politiques belges n'ont pas du tout la même position que. Alors vous allez me dire, la Belgique ça ne pèse pas ce que fait la France, mais justement, la France pourrait peser si elle voulait, si on avait la volonté politique, et on l'a pas, et c'est une honte. Enfin, moi, ce qui me fait mal, j'aurais dit, les Belges, ça les fait sourire, mais on est prompt à donner des leçons au monde entier sur les droits de l'homme, dans une situation de génocide qu'on vit en direct, mais franchement, la position du gouvernement français, c'est la honte absolue. C'est la honte. Et justement, c'est pas une question, c'est une remarque. Est-ce qu'on pourrait pas, là, tous les gens que vous avez vus, que vous avez diffusés, donner un petit quelque chose? Est-ce que ça aurait été possible, ça, d'organiser? Je pense qu'il faut passer par des groupes comme la FPS parce qu'ils sont à même aussi de faire des collectes. La FPS qui a soutenu le film, la FPS envoie régulièrement de l'argent, soit pour des projets concrets. Je pense que là, il y a des choses en cours. Aussi bien la FPS que l'Union juive française pour la paix, on va dire que ce sont les deux grosses associations en France qui militent pour les droits des Palestiniens. Et la FPS est beaucoup plus nombreux que le GFP. Je pense, sincèrement, si on a des choses à faire, moi, c'est un canal particulier parce qu'on est un certain nombre. Par exemple, c'est aussi par rapport aux danseurs. Vous avez vu les danseurs dans le film. Vous avez remarqué que c'est le fil conducteur du film.
Et on avait réussi au mois de juin dernier à faire sortir 3 danseurs avec leurs professeurs, peut-être qu'il y en a qui les avaient vus, parce qu'ils s'étaient passés en Bretagne. Ils s'étaient passés à Carhaix, je crois, et à Pornic. Et c'est pareil, ces danseurs, ils me font des appels au secours, donc c'est aussi pour eux qu'on envoie de l'argent, et puis moi, Yad, parce que c'est un ami personnel, en espérant que l'argent va leur arriver. A priori, il y a un canal sécurisé, moi je veux bien le croire, je vais le faire. Après, quelque chose de plus massif, de plus global, je pense qu'il serait plus sage de passer par des associations comme la FPS, ça sera plus sécure, et ils ont une vision globale au niveau de la France, si je puis me permettre. Oui. Et d'ailleurs, il y a une boîte de dons à chaque événement, en tout cas par la FPS Trégor. Et nous, on envoie ces dons-là à la FPS nationale, et eux ont des liens avec les ONG palestiniennes et puis les autorités palestiniennes. À notre avis, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé en fait pour envoyer de l'argent. Voilà. Il y a une question là. L'action au niveau national de la FPS, c'est actuellement, c'est d'envoyer de l'aide médicale, enfin, de l'argent pour l'aide médicale sur Gaza. Et nous, au niveau local, on a donné au national 2500 € à l'automne dernier, en novembre ou en octobre, je crois, pour cette raison. Je rajoute que le 15 février, il y aura un concert à Sainte-Anne qui s'appelle Distro de Alan Witter, oui, qui va chanter des chansons en breton au bénéfice de la FPS Trégor. Au bénéfice de Gaza d'ailleurs, parce que cette année. En fait, cette année, tous les dons que nous recevons à chaque événement qu'on organise, ça va à l'aide pour Gaza. Donc, le spectacle d'Alan Ritter qui sera jeudi prochain, donc à la chapelle Sainte-Anne, jeudi 15 à la chapelle Sainte-Anne, tous les bénéfices vont aller à Gaza. De la même manière que samedi dernier, il y a eu une soirée musicale pour Gaza aux valseuses à Brélévenez. Et en fait, on a eu 700 € pour Gaza, des bénéfices de la soirée et de dons. Voilà. J'ajouterais que donner de l'argent c'est important, mais je pense que c'est très important de manifester notre désaccord avec la politique française qui, d'une part, qui ne soutient absolument pas la Palestine, ou quelques mots comme ci, comme ça, surtout qui confond, ça a été évoqué dans le film, l'antisémitisme et l'antisionisme. Voilà, donc je pense qu'il est très important de manifester, et la FPS organise un rassemblement samedi prochain d'ailleurs. Voilà, et il faut absolument qu'on soit présent dans la rue et qu'on s'entende de plus en plus pour pousser notre gouvernement. On a un poids, la France devrait avoir un poids dans le bon sens. Et le soutien à Israël, c'est insupportable pour ma part. Voilà. Donc j'appelle à ce qu'on manifeste publiquement notre désaccord avec la politique de notre gouvernement. C'est très facile d'activer BDS. Hein. Vous savez, BDS, c'est le boycott des investissements sanctions. Donc c'est un mouvement de boycott qui est parti de la société civile palestinienne au milieu des années 2000, dans le monde entier, et ils nous demandent si on a un peu d'empathie ou d'humanité par rapport à ce qu'ils vivent, c'est encore plus vrai aujourd'hui, de boycotter. Alors, il y a le boycott des produits. Le D, c'est des investissements, là c'est plus un travail qu'il faut faire, mais la FPS le fait très bien, et l'UGFP, à l'encontre des entreprises, notamment françaises, là on parle de la France, qui continuent d'investir, et vous savez, en Israël et notamment dans les colonies. Il y a une grande campagne contre Carrefour en ce moment, donc ça c'est relayé, vous allez sur le site de la FPS, ou simplement sur le site de BDS, et vous avez la liste de tous les produits qu'on peut, dans notre quotidien, très facilement boycotter. Très facilement faire des choix de produits qui ne soient pas israéliens. Il faut la mettre par terre, cette économie. La liste est là, il y a les tracts là sur la table. Il faut faire ce que nos anciens ont fait avec l'Afrique du Sud. Alors je ne dis pas que l'Afrique du Sud, l'apartheid, il est tombé uniquement à cause de ça, mais ça y a participé d'isoler ce pays du monde entier, des relations commerciales, et c'est quelque chose de non violent qu'on peut faire très très facilement.
Vous avez, donc, comme l'a dit la collègue, sinon sur Internet BDS, et vous avez la liste des produits à boycotter. C'est la moindre des choses si on est en humanité avec ce que vivent les Palestiniens. Pour revenir au film, précisément, je trouve incroyable la façon dont vous avez pu montrer la résilience de ces habitants de Gaza. Quand on voit d'abord les danseurs, ceux qui dansent à plusieurs reprises, cette volonté de vivre, de continuer à lutter et continuer à voir les choses d'une façon positive. On voit les jeunes éclopés là, qui ont perdu des membres et qui jouent au foot et qui sautent. Et je trouvais ça assez extraordinaire. Dans les conditions effroyables dans lesquelles ils vivent, ils arrivent à maintenir un aspect très positif. Oui, merci madame de le souligner, mais c'était ça aussi l'objectif du film. C'était de montrer une société, je parle au passé, parce qu'aujourd'hui la société elle est par terre. Hein. Là, il faut qu'ils survivent, ils trouvent à manger, qu'ils échappent au bombardement. Mais cette société, c'est ça qui m'intéressait de raconter, qu'elle tenait debout, quoi, malgré ou avec le Hamas, parce qu'il y a un soutien populaire, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais en tout cas, elle tenait debout. Il y avait des infrastructures qui tenaient debout, des hôpitaux, des universités, des écoles, et c'est sourire, quoi. Et ce tissage absolument fabuleux, associatif et de solidarité qu'il y a dans cette société. Vous avez vu les jeunes filles qui font un travail de soutien psychologique en direction des enfants. Et d'ailleurs, c'est encore vrai aujourd'hui, comme il peut, que j'ai des vidéos qu'on m'envoie, ils essaient de leur rendre leur sourire au milieu des ruines parce qu'ils savent que c'est tellement important, sinon ces enfants ils vont sombrer. Et moi je me dis, mais comment on va faire pour qu'ils n'aient pas à emmagasiner toute cette haine qu'ils vont avoir. Pour le futur, je ne sais pas comment on va faire. Il y a une dame. Là. Oui, merci. Votre film est en écho. Ça me fait penser à l'exposition qui s'est passée en plusieurs étapes à l'Institut du monde arabe, ce que la Palestine montre au monde. Et vraiment, c'est ce qui est à la fois terrible et en même temps extrêmement fort, c'est que c'est cette dignité, cette capacité à montrer la vie. Et eux-mêmes le disent aussi, de ne pas être assimilés à la mort. Ils le disent, c'est dit à plusieurs reprises par différents intervenants. Continuer de vivre, c'est déjà résister. Voilà, exactement. Et la revue, alors bon, il y a eu une prolongation à cette exposition jusqu'à la fin de l'année, mais le livre, la revue de l'exposition, on peut encore aussi l'acheter à l'Institut du monde arabe ou la faire envoyer d'ailleurs, hein, c'est pas nécessaire pour autant d'aller à l'Institut du monde arabe. Ce que la Palestine montre au monde. Et ce que la Palestine apporte au monde. Pardon. Et je trouve que votre film en est aussi une des résonances. Merci. Merci. Vous avez évoqué dans le film des décisions qui ont été prises par les organisations internationales et notamment par l'ONU. Et ces décisions condamnent, me semble-t-il, d'après ce que vous avez exposé, assez clairement le colonialisme israélien vis-à-vis donc des Palestiniens. Non seulement le colonialisme, mais également donc, les actes de violence qui sont perpétrés. Et on est étonné d'apprendre cela puisque on n'a pas le sentiment que ces décisions soient véritablement appliquées, notamment par les pays occidentaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Peut-être nous dire pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça n'est pas connu? Alors je vais faire un peu de pub pour mon film précédent, qui s'appelle Le Char et l'Olivier, notre histoire de la Palestine, que certains peut-être d'entre vous ont vu. C'était un film qui était vraiment généraliste sur l'histoire de la Palestine, dans l'histoire, avant la création de l'État d'Israël, la Nakba, la création de l'État d'Israël, l'expulsion des 700 000 Palestiniens,
le fait qu'Israël a rasé 620 ou 130 villages, tout ça est expliqué par des historiens, pas par moi, donc vraiment tout est expliqué. Toutes les résolutions des Nations Unies qui condamnent Israël ne sont pas appliquées parce qu'il y a systématiquement le veto américain. D'accord ? Donc, pas appliqué depuis 75 ans. Donc voilà, c'est vraiment le blocage, quoi. Il y a le veto américain sur les décisions qui vont à l'encontre d'Israël, il y a le veto russe pour les décisions qui vont à l'encontre de la Syrie, par exemple. C'est vraiment là, on est dans la pure géopolitique, géostratégique, quoi. Donc là, du point de vue des Nations Unies, Israël a été condamné des dizaines et des dizaines de fois par des résolutions. Le droit au retour, qui est une résolution des Nations Unies, c'est un droit fondamental et qui est central dans le combat des Palestiniens, mais il n'est pas appliqué depuis 75 ans. Et donc, tant qu'il y aura 5 pays qui ont le droit de veto, ça sera toujours bloqué, quoi. L'espoir qui est incarné par Gilles Devers, l'avocat en droit international, lui, c'est un optimiste, bon, je ne suis peut-être pas aussi optimiste que lui, mais lui dit à la CPI, ça va bouger. Parce que j'ai emmené, il y a 500 ou 600 avocats internationaux qui font partie d'un collectif qui défendent les dossiers auprès de la CPI pour les. Vous savez que la CPI, c'est des plaintes individuelles ou associatives ou de structures collectives, contrairement à la CIJ, Cour internationale de justice, qui elle dépend des Nations Unies. La CPI est complètement indépendante. Et Gilles Devers dit ça fait 5 fois que je vais à La Haye, on emmène des kilos et des kilos de dossiers, tout est construit, tout est prouvé. On n'attend plus que le procureur prenne la décision d'aller au bout et d'inculper les bouchers israéliens qui ont commis crimes de guerre, crimes de génocide, etc. etc. Moi, je veux bien lui faire confiance, sauf que le temps juridique, il me dit, mais attention, c'est pas pour demain. Le temps juridique, c'est un temps extrêmement long. Et en attendant, les Palestiniens ils se font assassiner tous les jours. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est vrai que c'est vraiment expliqué en détail dans mon film précédent, et je ne voulais pas en mettre autant dans ce nouveau film qui est centré sur Gaza, même si au début j'étais obligé de recontextualiser, parce que sinon on est perdu, quoi. Il fallait quand même introduire par Jean-Pierre Filiou, qui est un historien notamment, avec des cartes pour qu'on comprenne quand même avant de rentrer dans Gaza, quoi. Alors, le précédent film, il y a quelques DVD qui sont sur la table, ceux qui sont intéressés. D'accord. Oui, un petit peu dans cet axe. Bon, le film porte bien sûr sur Gaza et les Palestiniens de Gaza, mais qu'en est-il des relations entre Gaza et le reste de la Cisjordanie? Est-ce qu'il y a des solidarités? Comment s'expriment-elles? Le problème, c'est que déjà avant le 7 octobre, ils sont complètement enfermés, les Gazaouis. Oui. Donc quand ils communiquent, j'imagine qu'ils doivent peut-être communiquer via Internet quand il y a de la communication ou quand il y a un peu d'électricité, mais sinon, il n'y a aucun. Il aurait été impossible, même déjà avant le 7 octobre, il faut comprendre que c'est vraiment un bouclage complètement hermétique. C'est d'ailleurs ce qui a surpris tout le monde, qu'en plus Israël s'en vantait d'avoir bouclé complètement la bande de Gaza d'une façon hermétique par terre, par mer et par air, parce qu'on dit prison à ciel ouvert, non. C'est vrai, il y a des drones qui tournent en permanence au-dessus de Gaza. Donc, physiquement, les Gazaouis qui ont de la famille en Cisjordanie et l'inverse, ça existe aussi, ils ne pouvaient pas se rencontrer depuis plusieurs années. Il y en a, ça fait des dizaines d'années qu'ils n'ont pas vu leur famille en Cisjordanie et de Gaza. C'était vraiment un blocus total. Et ça m'amène à dire que c'est comme si vous mettez une cocotte minute sur le feu et que vous l'oubliez. Je veux dire, la guerre, comme on nous le vend, parce que moi je me refuse d'employer le narratif israélien, qui est pour moi un narratif de propagande. Israël ne fait pas la guerre à Gaza, Israël fait la guerre aux Palestiniens. Et donc, 17 ans d'enfermement complet, bah, ça a explosé. Alors, on va dire de la plus mauvaise des façons, mais il ne fallait pas s'attendre à autre chose. On ne peut pas complètement accepter qu'un peuple continue de rester enfermé 17 ans, baisser la tête et dire oui, envoyer des fleurs à M. Netanyahou. C'est pas possible. Il y a un moment, ça allait exploser. Bah, ça a explosé de la plus mauvaise des façons, peut-être, mais voilà. Attends, je vais le faire. Oui, moi, il y a un aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette interpellation entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, tout ça s'est mélangé. Je pense que c'est vraiment
la même chose. Je pense qu'effectivement, dans en tous les cas au niveau français, l'histoire de toute cette partie du peuple juif, on nous a parlé beaucoup de la Shoah, tout ça, mais il me semble que lors d'une exposition au café Théodore, pas loin d'ici, j'avais lu un texte concernant justement le sionisme, a été imaginé par je ne sais plus quel personnage. Théodore Herzl. Voilà. Et ça daterait déjà de quand même pas mal d'années. Oui, oui, bien sûr. Alors, pardon de refaire encore un coup de pub, mais c'est tout expliqué dans Charles Olivier, une histoire de la Palestine. Théodore Herzl a théorisé le sionisme, qui est une idéologie coloniale. Il y a un congrès fondateur, c'est le congrès de Bâle, 1895, où il a expliqué qu'il faut qu'on trouve une terre pour tous nous rassembler. On était dans une période où il y avait l'antisémitisme extrêmement important dans les pays d'Europe, et les pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est. Et lui a théorisé ça, mais on était dans une zone historique où le colonialisme était presque normal. La France colonisait une partie de l'Afrique, l'Angleterre, voilà. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait un rapport sur les accords Sykes-Picot. C'est déterminant le partage du Moyen-Orient entre les deux grandes puissances coloniales de l'époque. Donc tout ça pour dire, pour en revenir très rapidement à ce que vous disiez, ben oui, le sionisme est une idéologie coloniale. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme, qui est une religion respectable comme l'est la religion musulmane ou la religion chrétienne. Mais justement, cet amalgame ou ce mélange qu'on veut nous faire faire, ça c'est vraiment la propagande israélienne et les relais du CRIF et des gens comme ça en France qui veulent sans cesse nous faire mélanger les deux et nous montrer du doigt dès lors qu'on critique la politique israélienne. Donc c'est de l'antisionisme, de l'anticolonialisme. Et là on nous dit que vous êtes des antisémites. C'est insupportable. Et je vais vous livrer une anecdote. Samedi soir, Gilles Devers vient de faire une conférence à l'université Lyon 2 à Lyon sur le droit international, puisque c'est son truc, le droit international appliqué à Israël-Palestine. Le CRIF a écrit à la préfecture de Rhône pour dire attention, il va y avoir une réunion d'antisémites. Et ils ont interdit la réunion à l'université, donc il y a eu un référé du collectif 69 Palestine. Et du coup, ça a été de nouveau interdit. Alors au dernier moment, ils ont déplacé la réunion à la Bourse du Travail et ça a de nouveau été interdit. Vous voyez, aujourd'hui, en France, qui se donne encore bonne conscience et qui se dit le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, elle est franchement attaquée. Dès lors qu'aujourd'hui en France, on a un regard critique public sur ce que je suis en train de faire, sur la politique israélienne, on est souvent taxé d'être